Bien, bonjour à toutes et à tous. Je travaille au Quai Branly à la direction de la recherche, mais je suis un transfuge du musée de la Marine. Donc j'ai gardé le costume folklorique. Donc c'est plutôt à ce titre-là que mes collègues m'ont poussé aujourd'hui sur l'estrade pour faire cette conférence qui s'articule avec celle que vous avez peut-être suivie hier de Marie Tabarly, qui donc qui monte un projet d'exploration avec des artistes, des scientifiques. On ne va pas citer toutes les femmes qui contribuent aujourd'hui à la science en mer ou qui naviguent. Mais ce que je vais vous proposer en quelques minutes, c'est de faire un peu la généalogie de ces femmes exploratrices et navigatrices. Vous allez voir que ça pose un peu la question du genre en histoire maritime, de la place des femmes en mer. Je vais parler de femmes à bord, des femmes historiques, contemporaines, et puis aussi de femmes dans la fiction. Mais alors d'abord, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que la présence même des femmes à bord est problématique pour les hommes, et ce, depuis longtemps. Vous savez, les marins croient que les femmes, leur présence à bord des bateaux est dangereuse. Et ce danger qu'ils attribuent aux femmes s'exprime sous des formes savantes, mythologiques, mais aussi sous des formes plus populaires. Vous savez, les marins aiment bien les dictons. Hein, quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Ce genre de choses. Quoi. Ou qui passe sa journée au bistrot, qui trop écoute la météo, passe la journée au bistrot. Ce genre de petites choses comme ça. Et alors, ils en ont aussi des wagons pour les femmes. J'en ai juste une, et pas la pire. Méfie-toi de la poulie qui grince et de la femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. Bon, alors ça va. Vous savez, les marins donc, ont des tas comme ça, de tabous, de peurs. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à part ne pas embarquer une femme sur un bateau? Qu'est-ce qu'il y a comme autre? Alors voilà, il y a la bête aux grandes oreilles, je ne me permettrai pas de prononcer le mot. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un anthropologue qui a écrit un texte dans les années 90 pour montrer que le tabou du lapin et celui de la femme sont en fait bien le même, parce que l'histoire des lapins qui grignotent les cordages, tout ça, c'est pas avéré du tout. Donc ils ont un problème avec toute une série de croyances, et ce depuis, vous voyez, depuis on va remonter aux sirènes, qu'elles soient ailées, ou qu'elles soient dans leur version scandinave et donc médiévale. Là, c'est toujours Ulysse avec les sirènes. Donc on voit, hein, on est quand même sur cette image très très forte, très ancrée, que Ulysse vadrouille en Méditerranée, est tenté par les sirènes du côté du détroit de Messine, et pendant ce temps-là, Pénélope tient la boutique et l'attend. Hein, c'est dans la chanson de Renaud, c'est pareil, c'est l'homme qui prend la mer, et la femme, elle l'attend. Donc on est quand même dans cette mythologie-là. Alors, puisqu'on est dans le Grand Nord, ouais, j'aime beaucoup le cinéma populaire. Très gros nanar, hein, pour ceux. En fait, c'est des femmes dont les hommes ont disparu, alors ils sont paniqués, donc elles prennent la mer pour aller les chercher. Et la traîtresse, c'est la brune. Toutes les autres sont blondes, donc c'est un chef-d'œuvre. Non, plus sérieusement, et si j'ai mis une tombe à côté, c'est qu'un certain nombre de travaux d'archéologues montrent qu'il y avait des femmes qui naviguaient à bord des navires vikings, mais parce que ces femmes avaient atteint un certain statut, un rang dans la société, dans la noblesse. Donc là, on a un peu le début d'une quelque chose qui serait une réponse ou une question, c'est au fond, est-ce que la place des femmes en mer n'est pas une sorte de reflet de leur place dans la société tout court? Ces femmes vikings naviguent parce qu'elles ont une place dans la société, et donc qui leur donnent accès à bord. Bon, il y a quand même aussi des femmes à bord des bateaux, là aussi une présence. Alors, M&M, c'est le Musée national de la Marine, hein, je me suis appuyé sur leur merveilleuse collection. Voilà, depuis le XVIIe siècle, dans les arsenaux, il y a des ateliers de sculpture navale. Alors, il n'y a pas que des figures de proue féminines, mais il y en a beaucoup. Donc on a peur des femmes à bord, mais on les met quand même à la proue des navires pour écarter les dangers. Alors, si des femmes, il y en a à bord des bateaux, sur toute la période moderne, on va bien sûr parler de choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves.
comme la traite. Hein, vous n'apprendrez pas que les femmes, comme cargaison, il y en a eu. Les femmes engagées dans les colonies. Là, c'est un tableau de Turner, qui est assez tardif, 1835, sans doute inachevé. Et on ne voit peut-être pas très très bien, mais ce sont toute une centaine de femmes qui sont en train de se noyer. Turner avait été très très marqué par le naufrage d'un bateau qui s'appelait l'Amphitrite, un bateau qui partait d'Angleterre en direction des Nouvelles-Galles du Sud. Ce bateau s'était échoué sur les côtes françaises. Il y avait une centaine de femmes à bord. Le commandant a refusé qu'on lui porte assistance. C'est le début des sociétés de sauvetage, parce qu'il ne voulait absolument pas que ces femmes qu'on emmenait à l'insu de leur plein gré vers les Nouvelles-Galles du Sud restent en France. Donc en refusant qu'on leur porte secours, en fait, le navire a à nouveau été pris par la marée, et toutes ces femmes se sont noyées. Donc les femmes, au-delà du stéréotype de la peur qu'elles inspirent aux marins, on accepte quand même de les transporter pour des raisons parfaitement commerciales. Alors, on voit des femmes dans les tableaux de Joseph Vernet, hein, ces tableaux qu'il peint au milieu du XVIIIe siècle, à la demande du roi Louis XV pour représenter les ports du royaume de France. Si on regarde de près les Vernet, et donc par exemple là je pense que c'est le tableau de Dieppe, on voit beaucoup de femmes qui participent à l'économie maritime. Quand je disais que les femmes restent à terre, ça veut dire qu'on va les trouver dans toute une série de métiers. Et vous voyez un livre qui a été publié l'année dernière sur les femmes et la mer à l'époque moderne, de collègues qui publient aux presses universitaires de Rennes. Et on voit que ces femmes, non seulement assurent la vie communautaire quand les hommes sont partis, elles travaillent dans certains métiers de la mer. Plus tard, elles vont travailler dans les conserveries. Elles font de la pêche à pied. Elles peuvent même embarquer, voire commander des petites unités de pêche côtière. Donc, les femmes participent de la vie maritime, de l'économie maritime, de l'économie du littoral. Et elles servent accessoirement de modèle, puisque vous allez voir, il y a toute une représentation de la femme de bord de mer dans la peinture du XIXe siècle. Bon, voilà pour un petit peu le cadre général qui n'est pas extrêmement favorable à la présence des femmes. Mais il y en a qui vont naviguer, et c'est maintenant qu'on va les présenter. Voilà, on va commencer par les femmes pirates. Et j'ai pas seulement pris les représentations, j'ai aussi montré que c'était dans un article publié par Marcus Rediker, qui est le historien des pirates, qui a mis à la mode le sujet dans les années 80, et qui a en particulier qui a travaillé sur les équipages pirates, au-delà du mythe, et qui a montré qu'il y avait évidemment des femmes, des esclaves qui s'échappaient, de ce qu'appelle les medley crew, des équipages très mixtes à bord des bateaux pirates. Celles-là, ce sont les deux plus connues, donc Anne Bonny, Mary Red. Alors, l'une est anglaise, Marie, et l'autre est irlandaise. Elles vont toutes les deux se retrouver sur le même bateau, celui de Jack Rackham, surnommé aussi Calico Jack, celui que vous connaissez sous le nom de Rackham le Rouge dans Tintin. Enfin, c'est un medley, le Rackham le Rouge. Ce qui est intéressant, c'est... Alors, on sait très peu de choses de ces femmes. L'essentiel, on le sait grâce à ce livre qui s'appelle « L'histoire générale des plus fameux pirates », attribué à Daniel Defoe, parce qu'il ne le signe pas à l'époque, et où un chapitre est consacré à ces femmes. Alors, ils racontent leur biographie. Ce sont des femmes qui fuient soit pour l'une une condamnation, c'est le cas, que je ne me trompe pas, c'est Anne Bonny, qui est prise dans un trouble complot où elle est accusée d'avoir volé des petites cuillères qu'on a mis dans ses bagages. Enfin bref, elle est presque menacée de prison. Donc là, elle fuit vers la Nouvelle-Providence. Nouvelle-Providence, c'est les Bahamas. Et là, son bateau est attaqué par les pirates et elle se retrouve sur le bateau de Calico Jack. C'est là qu'elle va retrouver Mary Red, qui, elle, a une histoire aussi intéressante. D'abord, Mary Red, c'est quelqu'un qui va être élevé comme un garçon. Et là, on voit apparaître ce thème assez classique sur les bateaux, mais pas que, de femmes qui s'habillent en hommes pour pouvoir accéder à certains espaces. Donc là, en l'occurrence, l'espace maritime. Mais dans le cas de Mary Red, elle va d'abord s'engager dans l'armée anglaise. On est au début du XVIIIe siècle. On y trouve des femmes qui s'habillent en hommes pour fuir la misère, pour fuir leurs conditions sociales. Donc, alors elle va tomber amoureuse d'un jeune soldat.
Ils vont se marier, lui va mourir, et, enfin, ce n'est que ça. Hein. Enfant qui meurt en bas âge, vraiment des vies très difficiles, et elle va elle aussi partir. Son bateau va être attaqué et va se retrouver sur le bateau Anne Bonny et Calico Jack. Donc ces deux femmes, on les connaît parce que leurs aventures vont s'arrêter en 1720, puisque les pirates, ça se finissait toujours assez mal, et elles ne vont pas être pendues parce qu'elles étaient enceintes, en tout cas c'est ce que dit le texte. En revanche, Calico Jack, lui, va être pendu, et Anne Bonny a demandé à le voir une dernière fois pour lui faire ses adieux d'une manière un peu particulière, puisqu'elle lui a dit, parce qu'il a été pris dans une taverne, il lui dit, si tu t'étais battu comme un homme, tu ne mourrais pas comme un chien, merci, au revoir. Donc c'était quand même, ce que dit Daniel Defoe, c'est qu'elles avaient, c'était des vrais pirates, c'est-à-dire qu'elles avaient une capacité de violence au moins égale à celle des hommes qu'elles côtoyaient sur les bateaux. Et on retrouve cette image de la femme pirate, de la femme qui s'habille en homme, aussi bien dans un roman très récent de Sylvain Pathieu, qui renouvelle le genre du roman de pirate, avec des équipages, avec des femmes qui s'habillent en hommes, avec des esclaves qui ont pris leur bateau, et puis évidemment dans les Passagers du vent, où Isa, la principale personnage de la série, est aussi, se déguise, enfin au départ on croit que c'est un garçon. Donc on a cette idée du transfuge, et puis cette idée aussi de la femme pirate ou des bateaux pirates, ça c'est vraiment l'idée de Rediker, comme un lieu d'émancipation. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec les théories de Rediker, mais il fait de ces bateaux pirates des lieux... Enfin, hier on a appris que le Tupinamba était de droite ou de gauche, hein, ce qu'on nous a dit à nos camarades. Bon, le pirate est clairement d'ultra-gauche, en tout cas dans la version Rediker. Et donc, dans l'émancipation, les femmes participent de cette émancipation un peu particulière qui passe par l'expérience de la piraterie. Alors, nettement plus pacifique, l'histoire de Jeanne Barret. Alors, je vous la montre, puisque je pourrais monter en arrière. Voilà. Jeanne Barret, elle est à gauche. J'ai mis une gravure du musée de la Marine à droite, parce que comme cette gravure est assez tardive, je crois qu'elle était une trentaine d'années après les faits dont on va parler, je trouve que ça ressemble plus à une gravure du 19e que du 18e, mais ça, c'est pour la petite histoire. Alors, si je reviens... Voilà. À cette expédition de Bougainville, donc cette expédition... le dernier tiers du XVIIIe siècle, Jeanne Barret est la première femme à faire le tour du monde à bord d'un bateau. Comment elle y arrive? Là aussi, vous pouvez lire la citation, c'est la manière dont Diderot raconte la découverte, le moment où on se rend compte que Jeanne Barret n'est pas un homme, à Tahiti. Encore donc cette idée les femmes sont interdites sur les bateaux, en particulier les bateaux militaires, c'est rigoureusement interdit. Donc la seule manière d'embarquer, c'est de s'habiller en homme. Donc Jeanne Barret, elle monte à bord parce qu'elle est la compagne du botaniste de l'expédition, qui s'appelle Philibert Commerson. Alors elle était à son service, elle a un enfant que Commerson n'a pas reconnu, qui meurt là aussi en bas âge, mais il va quand même partir avec elle sur cette expédition. Alors ils vont pouvoir embarquer non pas sur la Boudeuse, qui est le bateau de Bougainville, mais sur la conserve qui s'appelle l'Étoile. Et donc ils ont officiellement, elle est le serviteur du botaniste. Donc ils ont leur cabine pour pouvoir mettre leurs échantillons. Donc voilà, malgré des rumeurs sur la présence d'une femme dans l'expédition, ils arrivent à rester anonymes jusqu'à, alors d'après Diderot, d'après le récit que Bougainville donne lui-même, c'est à Tahiti qu'on découvre la supercherie. D'autres récits placent la découverte plutôt plus tard. En tout cas, le résultat est le même. Ils se font débarquer à l'île de France, et donc à Maurice, donc, où le gouverneur Poivre les accueille. Et donc, Jeanne Barret et son mari vont vivre sur cette île. Après, lui va mourir et elle va rentrer en France, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le tour du monde complètement avec Bougainville. Elle le finit quelques années plus tard. Elle rentre avec les échantillons de Bougainville. Et il y a toute une littérature qui est assez classique maintenant pour montrer qu'il y a des femmes qui font de la botanique, des femmes qui font de la science, et que Jeanne Barret n'était pas seulement la servante ou la femme de Commerson, mais aussi une authentique botaniste, puisque c'est elle qui va ramener les échantillons en France. Alors, autre pionnière
Et là, on fait un saut dans le temps, on arrive au XXe siècle. Évidemment, Anita Conti, dont je vais aller vite parce qu'on a lu des textes hier, qui est présentée comme une océanographe, qui est quelqu'un qui est surtout connu pour ses milliers de clichés, puisqu'elle embarque sur des bateaux de pêche au large de l'Afrique, à Terre-Neuve, et ça va être une des premières lanceuses d'alerte par ses textes, on dirait, enfin, le mot est un peu anachronique, mais c'est elle qui commence à nous alerter sur les racleurs d'océan, sur les poissons qui sont menacés par les activités humaines. Et Anita Conti, donc c'est vraiment quelqu'un qui embarque toute sa vie sur les bateaux et qui laisse un témoignage extrêmement précieux à la fois des métiers de la pêche, mais également des risques qu'une surexploitation des océans nous fait courir. Peut-être un peu moins connu, Virginie Herriot, fille d'Olympe Herriot, le propriétaire des magasins du Louvre. Alors là aussi, c'est pas une fille du peuple, hein. C'est pas, voilà, elle vit dans un milieu où on fait du yachting. Le yachting, à l'époque, dans les années 20, c'est pas une activité populaire. Hein, c'est que la voile va sinon se populariser, du moins se démocratiser plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on est dans un milieu où c'est la bourgeoisie, les rois, les princes qui ont leurs bateaux, qui régatent les uns contre les autres. Et Virginie Herriot, eh bien, elle va faire construire des bateaux, elle va naviguer et ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1928. Et surtout, elle va servir après d'ambassadrice à la France maritime. Elle va être membre du Yacht Club de France, qui à l'époque est présidé par Charcot. Elle va donner des conférences. On voyait son surnom, Madame de la Mer. Donc c'est vraiment la figure, pas la figure de proue, mais la figure emblématique d'une France maritime, hein, qui est une France évidemment maritime et coloniale. On est dans l'entre-deux-guerres. Et donc c'est elle qui va incarner, qui va inventer l'expression des premières, deuxième et troisième marines, en disant que le yachting, c'est aussi quelque chose qui est important pour le rayonnement. La mer est un lieu d'expression des puissances. La France est obsédée, elle est encore peut-être, par cette idée de puissance maritime. Donc on doit être bon dans tous les domaines, militaires, commerciaux et sportifs. Et donc c'est Virginie Herriot qui va incarner, porter cette vision jusqu'à son décès assez précoce. Alors si, juste pour conclure sur quelques... Et Anna me fait déjà des grands signes. Sur quelques éléments plus contemporains, si on reste par exemple sur ce terrain du yachting, est-ce que entre Virginie Herriot et aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de femmes à naviguer ou à participer? Donc là, j'ai pris un exemple ceux qui s'intéressent à la voile connaissent, c'est le bateau America Cube, donc la Coupe de l'America de 1995, où Bill Corr, qui est le milliardaire qui avait gagné la coupe précédente, fait un coup médiatique en engageant un équipage strictement féminin, qui va aller jusqu'au final des défendeurs américains. Ils ne vont pas défendre la coupe pour les États-Unis, mais elles vont faire un parcours. Alors, c'était quand même des femmes souvent issues du monde de l'aviron, de l'haltérophilie. Hein, voilà. Et donc, ces femmes rivalisent absolument avec les équipages masculins sur ce type de bateau. En revanche, si vous regardez la dernière Coupe de l'America, plus de femmes. Hein, on a changé de bateau, on a pris un bateau qui est encore plus dur physiquement. Et alors, là, ça peut changer, parce que vous savez qu'on change les règles à chaque fois, que celui qui gagne change les règles pour se redonner un avantage. Peut-être des femmes dans les équipages, en tout cas, l'un des défis, qui est le défi hollandais, est mené, enfin la patronne du défi hollandais, c'est une femme. Donc il y a une présence féminine. Si on prend d'autres marqueurs, on pense le Vendée Globe aussi, le dernier Vendée Globe, il n'y avait pas de femmes. Hein, les femmes arrivent à la 3e édition. Autissier Catherine Chabot et Isabelle Autissier. Après, vous avez MacArthur, Sam Davis. Enfin, il y a toujours eu deux femmes, mais la dernière édition, pas de femmes. Donc on voit qu'il y a dans ce monde de la course au large, ça reste quand même encore, malgré Virginie Herriot, un monde assez masculin. Bon, et l'armée, comment ça se passe ? Alors là, évidemment, j'ai choisi un film parce que qui raconte la tentative d'entrée de Demi Moore dans
les SEAL, dans les commandos de la marine américaine. On est en 1997, 20 ans après, il n'y a toujours pas une femme chez les SEAL. Enfin, il y a toujours des articles qui annoncent que ça y est, la première va rentrer, mais bon. Et en France, on est à peu près dans la même situation, puisque c'est seulement... Il y a un film de Hélène Filière qui s'appelait Volontaire, je ne sais pas si certains l'ont vu, hein, qui raconte là aussi l'histoire d'une jeune femme, 1m52, 48 kg, qui veut rentrer dans les commandos marines. C'est pareil, c'est dans le monde de la fiction. Pourtant, l'ouverture de la marine militaire aux femmes, là aussi c'est un phénomène extrêmement récent. Je vous disais que c'était interdit depuis qu'il y a une marine royale. Les femmes n'arrivent par exemple à l'école navale en France que dans les années 90. Il y a des expériences de féminisation sur des postes d'officiers mariniers, d'officiers mariniers, de sous-officiers donc, dans les années 80. Elles accèdent à peu près à toutes les spécialités dans les années 90. Les premières femmes dans les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, c'était l'année dernière. Donc, chez les Américains, vous avez une histoire à peu près parallèle. Donc, aujourd'hui, j'ai des chiffres, on est à 14% de femmes dans la marine, mais seulement 9% dans les équipages embarqués. Et donc, une progression mais récente des femmes dans la marine de guerre. Dans la marine marchande, l'ouverture a été plus précoce. Les écoles de la marine marchande ont été ouvertes aux femmes dans les années 70. Là aussi, pourtant, il y a des sociologues qui ont mené des études sur la féminisation. On est quand même sur des pourcentages très faibles. 3% des officiers de la marine marchande sont des femmes et 10% des matelots. Donc, vous voyez, ça reste quand même des chiffres relativement faibles. J'ai mis deux choses là. Vous avez l'Organisation maritime internationale, donc l'OMI, IMO en anglais, qui a lancé, qui poursuit sur tous les continents des programmes de Women Empowerment, mais sur toute la filière maritime, c'est-à-dire pas seulement à bord, ça peut être aussi les métiers dans les ports, les métiers liés à l'économie maritime. Donc il y a beaucoup de programmes pour que les femmes accèdent aux métiers de la mer au sens large. Et puis pour ceux qui aiment là aussi la fiction, je recommande ce très très beau film Fidelio, qui raconte l'histoire d'une femme, officier mécanicien, qui est à la fois vraiment un vrai film de cinéma et quelque chose qui, du point de vue de ce qui se passe sur un bateau contemporain, avec plusieurs nationalités, avec une vie un peu, assez dure sur les mers, c'est un film tout à fait intéressant. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de toute cette histoire des femmes à bord des bateaux? Est-ce qu'il y a deux manières de voir les choses? Soit on dit que c'est un reflet, que la place des femmes en mer et sur les bateaux, ça traduit leur place dans la société en général. C'est peut-être un peu plus compliqué, c'est comment rentrer dans un milieu masculin à risque très hiérarchisé. Donc finalement, l'armée, la marine, il y a un certain nombre de métiers comme ça qui se féminisent difficilement et lentement. La mer en est un laboratoire, c'est-à-dire qu'on peut aussi inverser la proposition, c'est regardez ce qui se passe sur les bateaux et vous saurez à peu près dans quel monde on vit. Donc je voulais finir aussi sur une note un peu plus, plus optimiste en disant que c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en mer. Même Michel Foucault nous l'a dit, il faut regarder ce qui se passe sur les bateaux, parce que les bateaux, c'est quand même un beau réservoir d'imaginaire, d'imagination, et les femmes, j'espère vous avoir convaincu qu'elles y avaient leur place depuis longtemps. Merci. C'est dédicace à M. Castaner aussi. Oh, une. C'est vraiment quelqu'un... Oui. Là, les exemples que vous avez pris étaient majoritairement de notre civilisation. Est-ce que ce qu'on constate en Europe et aux États-Unis, c'est applicable à l'Asie et aux autres espaces, ou c'est différent pour les femmes? Je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai pas de... Voilà. Pour ce qui est du contemporain, si on en croit l'IMO par exemple, je suis assez frappé de voir qu'en Asie et en Afrique,
leurs programmes d'accès aux métiers féminins ont l'air assez vigoureux. Je me suis posé la question pour les figures de proue, parce que quand j'y avais l'expo Océanie, je me suis dit tiens, ils ont quand même au musée de la Marine, on a des très belles figures de proue, mais c'est pas une spécialité occidentale. J'ai demandé à une spécialiste qui m'a dit bah non, il y a par exemple en Océanie, m'a dit qu'il n'y a pas vraiment de figures de proue féminines. Donc je ne sais pas si ça dit quelque chose de la place. Mais je pense que mon hypothèse de dire voilà, la place des femmes dans la société se traduit sur les bateaux, si vous avez ces connaissances-là, je ne pense pas que ce soit radicalement différent. Je ne pense pas que les femmes aient il n'y a pas de qu'il y a des civilisations maritimes féminines. Historiquement, j'en connais pas en tout cas. Le tableau de Turner représente des femmes qui partaient en Australie. Oui. C'était en quelle année déjà? Le tableau est de 1835. Oui, et elles y allaient pour quelle raison? Elles rejoignaient la colonie. Oui, c'est ça. Oui. Elles étaient... vous savez, c'est pas tout à fait le système des engagés, mais enfin, c'est des gens qui on promettait une vie meilleure, enfin, on a des périodes. Ce qui fait bouger les gens et qui leur fait prendre la mer. Évidemment, je n'avais pas pris l'exemple tragique de ce qui se passe en Méditerranée, aussi il y a des femmes, hein, quand on parlait de femmes qui étaient victimes à bord des bateaux. On est dans cette... on prend rarement la mer par plaisir, c'est ça ce qui est assez... fou par rapport à l'imaginaire, ce qu'on peut nous vendre dans la littérature, dans le cinéma. La mer n'est pas un espace extrêmement hospitalier, ni pour quel que soit le sexe. Et quand on part pour ce genre de traversée, c'est souvent, c'est ce que je disais pour les femmes pirates, on ne se levait pas un matin en disant wow, je vais devenir pirate, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire qu'on prend la mer pour des raisons généralement économiques, et c'était de la migration économique au début du 19e siècle. Par ailleurs, on sait que Turner avait vu le radeau de la Méduse quelques années plus tôt, donc c'est un tableau qui a une histoire assez intéressante. Merci.